Le 2 février 2026, le soleil n'a pas percé l'horizon sur la frontière sud du Burkina Faso. Pourtant, la terre, elle, a tremblé comme jamais, secouée par une onde de choc qui a effacé la frontière entre la nuit et le jour. Ce matin-là, le Sahel n'a pas simplement changé de couleur, il a changé de destin. Pour saisir la portée de ce basculement, il faut imaginer la scène. Un rideau de fumée rougeoyante, visible à des dizaines de kilomètres, monte à l'aube, alors que les villages encore endormis sont réveillés par un grondement sourd, continu, inhumain. Les anciens, qui avaient connu des décennies de tension, n'avaient jamais vu une telle démonstration de force organisée. Sur 40 kilomètres de savane, la frontière s'est embrasée comme une traînée de poudre. À 5 heures précises, un ordre bref a jailli du bunker présidentiel de Ouagadougou, transmis par des réseaux de fibres optiques et des satellites cryptés au commandant de la fameuse « ligne rouge ». 3 mots connus de tous, mais rarement prononcés ensemble. Feu à volonté. C'est à ce moment précis que l'histoire a basculé. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef charismatique et stratège redouté, a alors ordonné la mise en branle de l'artillerie burkinabé. Pendant des années, les BM 21 grades avaient été cachés, camouflés, entretenus dans le secret le plus absolu. Cette nuit-là, ils sont sortis de l'ombre, alignés méthodiquement, prêts à frapper. Chaque unité savait exactement quelle cible viser. Les données, collectées depuis des mois par satellite et par des agents infiltrés, avaient permis de dresser une cartographie précise des caches, des dépôts logistiques et des points de concentration ennemis. En quelques minutes, cette force de frappe a pulvérisé les positions insurgées, transformant les camps ennemis en cratères fumants. Ce n'était pas une embuscade improvisée, ni la défense désespérée d'un avant-poste isolé. C'était une offensive industrielle, planifiée dans les moindres détails, qui marquait la fin de l'ère de la retenue et le début d'une nouvelle doctrine militaire. Pour comprendre la signification profonde de ce moment, il faut revenir en arrière et regarder comment, pendant des mois, la frontière sud du Burkina Faso était plongée dans un calme trompeur. Les tensions s'accumulaient, invisibles à l'œil nu, mais palpables pour ceux qui savaient écouter les murmures de la terre. Des rumeurs circulaient dans les marchés, les voyageurs étaient arrêtés, interrogés, puis relâchés. Les chefs de village, eux-mêmes, recevaient des messages codés leur demandant de rester vigilants. Dans l'histoire du Sahel, ce type de silence n'est jamais anodin. Déjà, dans les années 1990, lors de la crise Touareg, on avait vu ces mêmes signes, l'attente, la suspicion, puis l'explosion soudaine de la violence. Mais en 2026, la différence résidait dans l'ampleur de la préparation et dans la technologie mobilisée. Les services secrets de l'Alliance des États du Sahel, AES, menaient une guerre de l'ombre. Espionnage, interception de communication, surveillance satellitaire. Chaque outil était utilisé, chaque information recoupée. Par exemple, des villageois avaient remarqué des mouvements inhabituels de véhicules tout-terrain, la nuit, le long de sentiers rarement empruntés. D'autres rapportaient l'arrivée d'étrangers, lourdement armés, qui payaient grassement pour le silence des habitants. Peu à peu, un tableau inquiétant se dessinait. L'ennemi s'organisait, s'armait, recrutait. Mais la menace ne venait pas seulement de ces groupes visibles. Certains États côtiers, poussés par la peur ou l'intérêt, laissaient faire, voire faciliter l'installation de ces milices, espérant que la frontière suffirait à contenir le chaos. Les forêts denses du sud du Burkina Faso, par exemple, étaient devenues des sanctuaires pour ces groupes armés, à l'abri des radars et de la justice. Dans le même temps, les grandes capitales étrangères, convaincues de leur supériorité, sous-estimaient la capacité de réaction de l'AES. Paris, Londres, Washington. Toutes pensaient que l'Alliance, trop pauvre, trop dispersée, n'aurait jamais les moyens de riposter efficacement. Cette erreur d'analyse n'est pas nouvelle dans l'histoire. Déjà, lors de la guerre du Vietnam, les États-Unis, forts de leur puissance technologique, avaient sous-estimé la détermination et l'ingéniosité du Viet Cong. De la même façon, en Afghanistan, l'armée soviétique, puis plus tard l'OTAN,
avaient cru pouvoir imposer leur volonté par la force brute, oubliant que la résilience d'un peuple motivé peut transformer la faiblesse en arme. Ce contexte explique la surprise absolue provoquée par l'offensive du 2 février 2026. Tout a basculé avec un simple message codé, transmis par des voies ultra sécurisées. En une nuit, la frontière s'est embrasée. Les BM 21 grades, véritables légendes dans les annales des luttes de libération, ont été détournés de leur usage traditionnel. Là où l'on s'attendait à quelques frappes ciblées, l'AES a choisi la saturation totale. Chaque zone suspectée d'abriter l'ennemi a été balayée sans répit, selon la doctrine de la suppression de grille. Concrètement, cette doctrine consiste à frapper toute une grille de coordonnées, sans laisser la moindre zone d'ombre. Imaginez, une batterie de 20 véhicules lance-roquettes, chacun armé de 40 tubes, tirant en salve. En moins de 20 secondes, 800 roquettes s'abattent sur une portion de territoire de quelques centaines de mètres carrés. Les explosions simultanées créent une onde de choc si puissante qu'elle détruit non seulement les infrastructures ennemies, mais aussi le moral des survivants. Les rares rescapés, sonnés, désorientés, n'ont même pas le temps de se regrouper avant qu'une nouvelle salve ne s'abatte. Mais l'innovation ne s'est pas arrêtée là. Pour la première fois dans la région, l'artillerie, les essaims de drones et la guerre électronique ont été fusionnés en une seule force cohérente. Dès qu'une cible était repérée par les drones de surveillance, elle était traitée dans la seconde par l'artillerie. Simultanément, les moyens de guerre électronique brouillaient les communications adverses, rendant toute coordination impossible. Cette stratégie rappelle celle du conflit du Haut-Karabakh en 2020, où l'Azerbaïdjan avait combiné drones d'observation, frappes d'artillerie et brouillage des signaux arméniens pour obtenir un avantage décisif. Dans les villes côtières, jusque-là épargnées, la guerre a frappé en pleine nuit. Les explosions ont secoué les abris, réveillant des milliers de civils, créant un climat de panique et d'incertitude. Les élites politiques, longtemps persuadées que la distance géographique les protégeait, ont soudain compris que la sécurité n'est plus garantie par des kilomètres ou des frontières tracées sur une carte. Psychologiquement, la frontière venait de perdre son statut de rempart. Elle devenait le seuil d'une contre-offensive possible, brutale, impossible à ignorer. Ce bouleversement doctrinal signe un changement profond. La ES n'attend plus, elle frappe. La frontière n'est plus une ligne à défendre, mais une arme à brandir. Il ne s'agit plus de subir ou de négocier, mais de rendre chaque attaque insoutenable pour l'ennemi, économiquement comme politiquement. Cette logique rappelle la doctrine israélienne dite de disproportionnalité. Frapper si fort qu'aucun adversaire ne soit tenté de recommencer. Mais là où Israël mise sur la technologie avancée, l'AES fonde sa stratégie sur la masse de feu, la résilience et le coût minime de ses roquettes. Là où une bombe occidentale coûte l'équivalent de 100 salves de grade, l'équilibre s'inverse brutalement. C'est la victoire du pauvre ingénieux, transformer la pénurie en levier, l'imagination en arme. Pourtant, cette radicalité comporte des dangers. Elle met fin à toute immunité, y compris pour les civils. Le risque d'isolement international, voire d'escalade incontrôlable, est réel. Mais pour l'AES, le message est sans appel. La souveraineté n'est plus négociable, et toute ingérence sera désormais chèrement payée. La riposte de l'AES bouleverse l'ordre régional. Les États voisins se retrouvent devant un choix impossible. Soutenir discrètement les insurgés et risquer une extension du conflit, ou composer avec une nouvelle superpuissance régionale capable de briser le statu quo. Quand la poussière retombe, un nouvel équilibre s'impose. Mais nul n'en sort indemne. Sur le terrain, le choc est absolu. Les réseaux insurgés, jadis tapis dans les champs et les forêts, sont pulvérisés. Plusieurs camps réputés imprenables, dissimulés dans des grottes ou protégés par des villages complices, sont effacés à jamais. Les rares survivants, coupés de leur soutien et privés de toute cohésion, errent dans une savane hostile, traqués, désespérés. Mais l'onde de choc dépasse le simple front militaire. Pour les ennemis internes, le message est implacable. L'Alliance des États du Sahel n'est ni divisée ni vulnérable. L'armée, autrefois jugée désorganisée, s'affirme unie, disciplinée, capable de frapper vite, fort, ensemble.
Cette démonstration de cohésion rappelle l'effet psychologique du Blitzkrieg allemand en 1940. La rapidité de la frappe désorganise l'ennemi, le prive de toute réaction rationnelle, impose la peur et la soumission. Dans les États côtiers, la stupeur cède à la peur, puis à la colère. Les populations, longtemps spectatrices, découvrent la brutalité des représailles. Le grondement de l'artillerie ranime d'anciens rêves révolutionnaires, tout comme les bombardements de la Seconde Guerre mondiale avaient réveillé les consciences européennes. Chacun comprend que ce feu pourrait franchir d'autres frontières, que la contagion est possible, que nul n'est à l'abri. Face à la tempête, une dynamique nouvelle s'impose. L'Alliance des États du Sahel n'agit plus seule. Une coalition régionale se forme, soudée par l'urgence et une volonté d'ordre. Ce front uni, inédit dans l'histoire du Sahel, fait émerger une superpuissance régionale affranchie de la tutelle de l'Occident. Cela évoque la création de l'Organisation de l'Unité africaine dans les années 60, qui avait pour ambition de défendre la souveraineté du continent face aux ingérences étrangères. À Paris, à Washington, à Bruxelles, l'effroi domine. Faut-il intervenir, au risque d'un embrasement total, ou accepter la défaite et repenser la stratégie? Ce dilemme rappelle celui des puissances coloniales lors de la crise de Suez en 1956. Intervenir, c'était risquer l'isolement diplomatique. S'abstenir, c'était admettre la perte d'influence. Aujourd'hui, la crédibilité de ces puissances est menacée par une alliance qui leur échappe désormais. Le rapport de force s'est inversé. Pour les puissances étrangères, rôde le spectre d'une perte d'influence irréversible. Pour les États du Sahel, la menace d'une riposte globale subsiste, mais jamais l'opportunité de redéfinir les règles du jeu n'a paru aussi réelle. C'est le prix et le pari de l'émancipation assumée. Mais derrière le fracas, que restera-t-il de cette nuit où la frontière a brûlé? Dans les ruines, un nouvel horizon s'esquisse. Cette victoire éclair sera-t-elle le début d'une ère stable ou le point de départ d'un cycle de représailles sans fin? L'histoire regorge d'exemples où une victoire militaire se transforme en piège. En 2003, la chute de Bagdad semblait promettre la paix. Mais elle a ouvert la voie à des années de chaos. Le Sahel est-il prêt à éviter ce piège? Dans ce silence tendu, de nouveaux acteurs s'avancent déjà dans l'ombre. Les groupes armés, même décimés, chercheront à se réorganiser ou à se fondre dans la population, comme l'ont fait les talibans après 2001. Les puissances étrangères, humiliées, réfléchiront à de nouvelles stratégies de déstabilisation, en s'appuyant sur des proxys ou en renforçant les sanctions économiques. Les équilibres fragiles pourraient vaciller d'un instant à l'autre. Le feu n'a pas seulement ravagé, il a semé des graines dans la nuit rougeoyante du 2 février 2026. Dans la poussière du Sahel, une leçon universelle s'est inscrite. Un peuple qu'on disait condamné à l'attente a prouvé qu'il pouvait, par sa volonté, rejeter le rôle de victime et imposer sa propre définition de la paix. L'Alliance des États du Sahel n'a pas simplement riposté. Elle a inversé le rapport de force, renversé le complexe d'infériorité, montrant au monde que la souveraineté n'est plus une promesse, mais un acte brut. Ce soir-là, la pauvreté et le déficit technologique sont devenus des armes inattendues. La doctrine du pauvre ingénieux, transformer le manque en atout, détourner la faiblesse en puissance, s'est imposée comme levier inédit sur l'échiquier régional. Désormais, la sécurité du Sahel ne se négocie plus dans les salons feutrés de chancelleries étrangères, ni sous le regard distant des puissances du Nord. Elle se forge, sur le terrain, entre ceux qui partagent le même ciel, les mêmes périls, les mêmes rêves. Ce bouleversement déplace l'équilibre. L'autonomie de frappe devient gage de crédibilité internationale. Pour les voisins de l'Alliance, l'effet domino est tangible. Voir une armée locale briser le cycle de dépendance inspire, inquiète et force surtout le respect. La souveraineté armée émerge en modèle, alternative aux décennies de soumission prudente ou d'impuissance orchestrée. Chaque nation, chaque citoyen, se retrouve face à un choix. Oser l'action résolue, repenser la puissance, ou rester prisonnier d'un système imposé de l'extérieur. C'est un appel à rompre avec la fatalité
et à saisir son destin collectif. Le crépitement des roquettes, loin de n'être que destruction, a redéfini la carte mentale et politique du Sahel. Un nouveau chapitre s'ouvre, où courage et ingéniosité deviennent les seuls alliés véritables de la liberté. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas aux frontières du Sahel. Déjà, d'autres regards s'allument, cherchant à comprendre ce qui vient de naître dans la poussière et le feu. En Asie, en Amérique latine, des mouvements de libération analysent cette opération et cherchent à s'en inspirer. Le silence qui suit l'orage n'est jamais neutre. Il porte à la fois le poids de la victoire et la promesse d'un défi renouvelé. Lorsque l'aube succède à la nuit du 2 février 2026, le Sahel n'est plus ce qu'il était. Une page s'est tournée. La résignation a cédé la place à une détermination inédite. Un peuple s'est relevé, s'appropriant enfin la conduite de son histoire. Ce bouleversement ne se limite pas à l'art militaire. Il inaugure une ère où la passivité n'a plus d'espace, où chaque choix compte. L'Alliance des États du Sahel a prouvé que le manque de ressources n'est pas une fatalité. C'est un moteur d'innovation, un creuset de ruse et de résilience. Les armes artisanales forgées dans la nuit ont rivalisé, voire surpassé, les technologies les plus avancées de leurs adversaires. Fermer les yeux sur cette métamorphose, c'est choisir l'obsolescence. Ceux qui persistent à voir le Sahel comme une arrière-cour pour ambitions étrangères courent à leur perte. Comprendre ce basculement, c'est accepter que l'histoire ne se joue plus uniquement dans les capitales lointaines, mais aussi dans la poussière rouge des confins. Le spectateur n'est plus simple témoin. Cette nuit d'artillerie a brisé les clichés d'une Afrique soumise. Elle oblige chacun à interroger sa propre position dans un monde qui se réinvente. Le pouvoir d'agir n'est plus l'apanage des grandes puissances. Il appartient désormais à ceux qui osent défendre leur souveraineté, parfois dans l'ombre d'un bunker, parfois à ciel ouvert, mais toujours au nom d'un choix assumé. Le Sahel a ouvert une frontière nouvelle, moins géographique que mentale. Cette ligne sépare l'ancien ordre des possibles à venir. Elle rappelle que la liberté, la sécurité, la dignité ne se reçoivent pas. Elles se prennent, parfois au prix d'un affrontement sans compromis. À celles et ceux qui écoutent, l'avertissement est sans détour. Le monde évolue, que vous l'acceptiez ou non. Refuser de voir la mue du Sahel, c'est se condamner à l'effacement. Saisir la portée de cette nuit, c'est trouver la force de façonner son propre avenir. La souveraineté n'est plus une chimère, elle est devenue réalité sous nos yeux. Mais comment transformer cette victoire militaire en victoire durable? C'est là tout le défi qui attend l'Alliance. L'histoire regorge d'exemples où les conquêtes fulgurantes se sont effondrées, faute de construction politique solide. Pour éviter le sort de l'Irak après 2003 ou de la Libye après 2011, l'AES doit investir dans la reconstruction, la réconciliation et l'inclusion. Concrètement, cela signifie renforcer l'éducation, reconstruire les infrastructures détruites et ouvrir un dialogue sincère avec les populations marginalisées. Les victoires militaires n'ont de sens que si elles débouchent sur la paix civile. L'expérience du Rwanda, qui a su rebâtir après le génocide, montre que la guerre peut être suivie d'une ère de prospérité, à condition d'investir dans la justice et la cohésion nationale. Enfin, chaque citoyen du Sahel est désormais porteur d'une responsabilité nouvelle. La liberté conquise par la force doit être consolidée par la vigilance collective. Cela implique de dénoncer toute dérive autoritaire, de participer à la vie publique et de défendre chaque jour l'idéal de souveraineté. La vigilance populaire fut, par exemple, l'un des piliers du succès des pays baltes lors de leur sortie du joug soviétique. L'histoire du 2 février 2026 appartient désormais à toutes celles et ceux qui refusent la fatalité. Elle pose une question à chaque peuple, chaque nation. Que ferez-vous de votre aube nouvelle? Ouvrirez-vous la voie à un avenir libre, ou retomberez-vous dans les anciens pièges? Le Sahel a montré la voie, mais le dernier mot n'est jamais écrit. C'est à vous, spectateurs et acteurs du présent, de saisir la leçon, d'en tirer la force et d'écrire, à votre tour, une page de dignité retrouvée.